Retour dans les dessous de la loi sur un projet de loi très controversé. La loi OGM a été adoptée définitivement par le Parlement le 22 mai 2008. Un vote final qui a mis un terme à plusieurs années d'atermoiement sur le sujet, les gouvernements successifs n'arrivant pas à trancher ou à trouver une ligne médiane entre pro et anti-OGM. La France, pourtant, devait transposer dans sa législation une directive européenne de 2001 sous peine de sanctions financières importantes. Alors après le Grenelle de l'environnement organisé à l'automne 2007, le gouvernement de François Fillon présente un projet de loi qui vise à organiser en France la culture des OGM et notamment leur coexistence aux côtés de l'agriculture traditionnelle. Présenté par le gouvernement comme un texte d'équilibre, ce projet de loi suscite pourtant à gauche et même dans la majorité chez quelques personnes des réserves. Il parle d'un coup d'arrêt au Grenelle de l'environnement. Division donc dans la majorité et notamment au Sénat, division aussi, vous allez le voir, sur les bancs du gouvernement. Pendant plusieurs mois, Thomas Raguet a suivi le parcours chaotique de cette loi dans les pas du sénateur UMP Jean Bizet, rapporteur de ce texte. Tout commence au lendemain du Grenelle de l'environnement. Il y a un débat en France sur l'opportunité d'interdire ou non le Mont 810, le seul OGM cultivé en France. José Bové se met en grève de la faim pour faire pression sur le gouvernement. L'Élysée hésite à donner des gages aux associations écologiques et dans l'ombre, les parlementaires travaillent au projet de loi. C'est un documentaire monté par Manu Blanc. Si vous pouvez vous installer, s'il vous plaît. Lundi 7 janvier 2008, José Bové, les faucheurs volontaires sont en grève de la faim. À leur côté, 3 parlementaires verts venus les soutenir. 2 mois après les conclusions du Grenelle de l'environnement, accueillis favorablement par les militants anti-OGM, la donne a changé. Nous, parlementaires, vous apportons le constat. Selon eux, le gouvernement ne respecte pas ses engagements en n'activant pas la clause de sauvegarde évoquée lors du Grenelle. Une procédure qui permettrait de bloquer auprès de l'Union européenne la culture du maïs Monsanto 810. Seul OGM commercial cultivé en France, il représente 1% de l'ensemble de la production française de maïs. Une telle grève de la faim, elle doit être soutenue parce que vous visez, au-delà du fond, un objectif parfaitement atteignable, ciblé, accessible. Dans leur ligne de mire, il y a aussi le projet de loi sur les OGM qui doit être examiné quelques jours plus tard au Sénat. L'objectif du texte, la transposition d'une directive européenne de 2001 qui doit organiser la culture des OGM en France. Si demain cette loi devait autoriser des cultures en plein champ, maintenant que nous savons que les pollens et les graines se baladent un peu partout, nous condamnons à mort les agriculteurs qui veulent continuer en filière traditionnelle. Au Sénat, Jean Bizet, le rapporteur du projet de loi sur les OGM, vient de conclure ses auditions. Il s'apprête à rédiger le rapport qu'il présentera à la Commission des affaires économiques. Spécialiste du sujet depuis plus de 10 ans, Jean Bizet est un ardent défenseur des OGM et il n'en est pas à son premier rapport. En 2006, un premier projet de loi avait été voté par le Sénat, puis abandonné par le gouvernement. Aujourd'hui, il se veut confiant malgré le grondement médiatique autour de la clause de sauvegarde. Jusqu'à maintenant, et tout pendant qu'on n'a pas une information scientifique nouvelle, eh bien, je ne comprendrais pas qu'on active une clause de sauvegarde. Et si c'était le cas, à mon avis, la France se mettrait totalement en porte-à-faux avec la législation européenne. Mais à une semaine de l'examen du texte par le Sénat, le rapporteur va pourtant connaître un nouveau revers. Si la haute autorité qui se prononce demain soulève des doutes sérieux sur les OGM actuellement cultivés en France, je suis disposé à recourir à la clause de sauvegarde jusqu'à ce que la Commission européenne tranche le problème. Je ne souhaite pas d'ailleurs que la loi OGM soit discutée dans l'urgence. Lors de ses vœux à la presse, le président de la République vient en quelques instants de donner un coup d'arrêt au projet de loi sur les OGM. La nouvelle tombe dans les couloirs du Sénat, le texte est retiré de l'ordre du jour. C'est assez surprenant tout de même, puisque nous avons été mis sous pression depuis quelques jours, en multipliant les auditions. Pour ma part, je déplorais la précipitation dans laquelle
ont travaillé. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. La gauche se réjouit, la majorité, elle, semble assommée. Au même moment, les ministres concernés arrivent au Sénat pour être auditionnés sur les OGM. Bonjour. Écoutez, là il est en train de se passer des choses, donc on attend quelques confirmations. Tout ça. Bien. Malaise à l'entrée comme à la sortie pour Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Louis Borloo qui visiblement n'ont pas été prévenus. Non, c'est fait ça avec le Premier ministre. Le texte ne sera finalement pas retiré mais simplement reporté. Fin d'une journée mouvementée dans les couloirs de la Haute Assemblée. Le lendemain, deuxième coup dur pour les partisans des OGM. L'autorité provisoire mise en place après le Grenelle de l'environnement et présidée par le sénateur Jean-François Legrand rend ses conclusions sur le Mont 810. On peut parler de doutes sérieux pour certains d'entre eux, moins lourds pour d'autres, mais que c'est un ensemble de doutes. Alors est-ce que le doute doit profiter aux consommateurs, comme on le dit toujours? Est-ce que c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer? Moi, j'ai évalué le risque. Le gouvernement gérera le risque. La clause de sauvegarde sera activée bien que ces doutes soient contestés par certains scientifiques du comité. Jean-François Legrand fait son entrée dans l'arène. Avec les partisans du Grenelle, il vient de marquer un nouveau point dans la bataille des OGM. Cette notion de démocratie participative, pour moi, c'est de la démocratie de préfiguration. Il faut que ça en reste là. Il faut que ça en reste là. 15 janvier, une semaine plus tard, la tempête médiatique est passée. Temps maussade sur la capitale, à l'image de l'humeur du sénateur Jean Bizet qui digère encore mal la volte-face gouvernementale. En route pour l'Élysée, il a rendez-vous avec Christophe Malvezin, le conseiller pour l'agriculture de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas du tout ce qu'il va nous dire. Donc je vais les écouter religieusement. Enfin, je vais quand même mettre l'accent sur le fait qu'on est corvéable à merci, sauf que nous, ça fait déjà 2 ans qu'on avait préparé, qu'on avait voté un texte. On ne nous l'a jamais repris, on a supplié. Maintenant, ils sont dans la seringue. Bon, il faudrait peut-être qu'ils reconnaissent aussi leurs erreurs. Attention. Un entretien entre le rapporteur d'un texte et un conseiller du président. L'événement n'a rien d'anodin et souligne le caractère sensible du sujet. Je le lui dis, il n'y a aucun problème. La caméra n'ira pas plus loin, l'entretien est confidentiel. À l'issue de la réunion, Christophe Malvezin ne souhaitera pas s'exprimer. Le sénateur, lui, n'en dira pas plus, mais se montre optimiste. On construit pas à pas et on affine pas à pas ce projet de loi qui devra être débattu donc le 5 et auquel le Parlement aura toute latitude, je dirais, d'apporter sa réflexion. L'Élysée tente de prévenir toute remise en cause du Grenelle de l'environnement. Jean Bizet, lui, mise désormais sur le poids du Parlement. Il a 2 semaines pour préparer un nouveau rapport et d'éventuels amendements. Hasard du calendrier, un colloque consacré aux OGM se tient au Sénat quelques jours plus tard, à l'initiative de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Dans la salle, beaucoup de chercheurs largement acquis à la cause des OGM. J'estime que ce seul facteur, à lui tout seul, aurait dû permettre de mettre en avant justement l'inverse, le fait qu'il faut à tout prix cultiver que ce maïs au détriment des normaux, puisqu'ils contiennent beaucoup plus de fumonisine et qu'en plus on utilise des traitements insecticides. Dans l'assistance, 2 sénateurs sont présents, Jean Bizet, le rapporteur du projet de loi, et le sénateur vert, Jacques Muller. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on ait un message unilatéral. Je crois que quand on est scientifique, on est habité par le doute, et certaines affirmations me laissent un petit peu perplexe, notamment sur les questions de périmètre d'isolement. Au centre des conversations, la possibilité de dissémination éventuelle des pollens OGM dans des champs de culture bio ou conventionnels. Il s'agit là du point clé de la coexistence des cultures. D'après la réglementation européenne, une culture ou une récolte est déclarée sans OGM quand celle-ci contient moins de 0,9% d'organismes génétiquement modifiés. Un seuil sur lequel le rapporteur du texte ne transigera pas.
Malicieusement, je vois déjà ce qui se profile à l'horizon, au travers d'un certain nombre de membres du gouvernement, voire même un petit peu au-delà, de nous faire modifier les seuils, ce qui est littéralement impossible, parce que, je répète encore une fois, ça relève d'une dimension et d'une décision européenne. Mais en modifiant les seuils et en les abaissant, ça reviendrait à rendre impossible totalement les cultures en France. Pour Jean Bizet, l'agriculture française ne peut pas rester en marge de l'agriculture mondiale en fermant la porte aux OGM. Je le dis et je le répète, la problématique des biotechnologies est une problématique éminemment stratégique. Elle relève de l'intelligence économique. Il en va de toute façon de l'avenir de l'agriculture et de l'agro-business, dans le bon sens du terme, et de l'équilibre de nos balances agroalimentaires de la France et de l'Union européenne. Depuis 1998. Claude Ménara fait partie des quelques cultivateurs de Monsanto 810. La clause de sauvegarde lui interdit désormais d'en produire. Moi, personnellement, j'ai deux possibilités. Soit effectivement, je me plie à la loi et je vais comment dirais-je, reprendre les achats de maïs non OGM, ce qui va m'obliger effectivement à reprendre mon pulvérisateur, à racheter des insecticides. L'autre possibilité, effectivement, c'est faire ce que fait Beauvais, c'est la désobéissance civique. En fait, c'est d'aller en Espagne, acheter des semences et le cultiver en toute illégalité. L'attitude de Borloo et la bise de saucisses commurisées un repris de justice. Alors là, vous savez, pour moi, je l'ai vécu comme je me suis senti souillé. Croyez-moi que ce que vous relatez a fortement troublé le Parlement. Fortement. La bise évoquée, c'est celle de Nathalie Kosciusko-Morizet à José Bové en pleine grève de la faim des faucheurs volontaires. Un geste répété à 2 reprises qui a braqué les parlementaires de la majorité. Mercredi 23 janvier, Jean Bizet se remet à son rapport. Ce matin, il auditionne les représentants des chambres d'agriculture. Je voudrais revenir sur les histoires de coexistence et de culture. C'est la question des périmètres de sécurité autour des cultures OGM qui est en discussion. Si on veut ramener la paix, quitte après rebaisser tous ces seuils, mais si on il ne faut pas que tu mettes des distances, parce que c'est une loi entre guillemets pour tous les OGM. Je peux vous dire, je suis en train de mettre des distances qui sont, à mon avis, rédhibitoires pour la... Bien sûr, c'est un moyen de contourner. C'est là où je ne comprends pas. Pour les pro-OGM, des périmètres de plusieurs centaines de mètres, comme établis par certains pays européens, seraient inapplicables, car les parcelles françaises sont peu espacées les unes des autres. Faire une loi en mettant des règles qui ne permettent pas l'application, c'est comme si on réduisait la vitesse à 10 km/h sur les autoroutes. Personne ne prendrait les autoroutes, donc il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'on continuera à se battre, parce que nous on pense qu'il y a quand même une véritable possibilité d'évolution technologique en respectant chaque type d'agriculture. Monsieur. On va aller directement au sujet. Qu'est-ce qui, dans le projet de loi qu'a écrit M. Borloo, nous préoccupe? Aux antipodes de la position des chambres d'agriculture, celle des producteurs biologiques. C'est que nous avons revendiqué le droit de produire et de consommer sans OGM. Et quand on dit sans OGM, c'est véritablement le respect du zéro, tel que d'ailleurs la directive européenne le prévoit, monsieur le sénateur. Pour l'Union européenne, une culture contenant moins de 0,9% d'organismes génétiquement modifiés est déclarée sans OGM. Mais les agriculteurs biologiques, eux, n'en veulent pas du tout. On en revient toujours à cette notion de seuil. Si vous vous enfermez dans une obligation de résultat sur ce type de choses, vous allez avoir des soucis par les agriculteurs eux-mêmes qui vont vous demander des comptes sur d'autres points. Et je sais très bien que vous ne pourrez pas résister. Je sais que je ne vais pas vous convaincre et la loi n'a pas pour but de vous convaincre. On respecte votre identité. La loi a pour but d'essayer que chacun vive en bonne intelligence. Ce n'est pas la première rencontre entre les 3 hommes. À chaque fois, le même dialogue de sourds s'instaure. On va faire disparaître toute la capacité des paysans à reproduire leurs semences et à créer les semences qu'ils ont envie et dont ils ont besoin selon la capacité et la spécificité de leur terroir et de leur territoire. La question du seuil amène à l'un des points clés du texte, le principe de responsabilité. Que faire si des OGM passent dans un champ voisin ? Comment alors dédommager un agriculteur bio dont la récolte ne serait plus vendue comme telle?
La seule chose sur le bio, c'est d'avoir un fonds qui permette d'assurer les bio eux-mêmes. Parce que sinon, je ne vois pas comment on va... Un fonds constitué par les vendeurs d'OGM et qui serait utilisé en cas d'accident pour le bio, parce que ça fait pas grand-chose. C'est ça qui a... C'est ce que l'on pense remettre, je dirais, en jeu. Oui. Mais M. Borloo dit les assureurs vont s'engager. Ceci dit, on les a tous auditionnés, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est une façon déguisée d'interdire les OGM en France. En gros. Jean Bizet le sait, sans couverture des risques éventuels, aucun agriculteur ne se lancera dans la culture d'OGM. Il lui reste à trouver une solution intermédiaire. M. Pollotin, merci. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. À peu près. Bruxelles, quelques jours plus tôt, Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union. Michel Barnier, accompagné de parlementaires, est chargé d'expliquer le recours à la clause de sauvegarde à la commissaire européenne Marianne Fischer-Boel. Nous connaissons l'Assemblée nationale, le plan du Sénat. Comme au Sénat. Ça ne ferme pas la porte, je le lui ai dit et je l'ai dit publiquement, au dossier des OGM. Nous prenons le temps d'une évaluation scientifique supplémentaire avec les autres pays européens, avec la Commission. Nous prendrons le temps du débat et je vous promets qu'on va participer à ce débat, notamment moi qui ne suis pas parmi les anti-OGM, mais qui veut regarder cette affaire sérieusement dans toutes les dimensions, celle de l'environnement, celle de l'économie, de la compétitivité de l'économie agricole européenne. Mais cette nouvelle péripétie réglementaire inquiète l'Union européenne. Avec 5 ans de retard sur le droit communautaire, la France est la lanterne rouge en matière d'OGM, un retard qui risque de lui coûter très cher. Je rappelle que nous avons une pénalité de 36 millions d'euros pour retard de transposition. Nous avons été donc condamnés par la Cour de justice européenne. Et deuxièmement, si vous voulez, n'oublions pas qu'il y a un contentieux avec le Canada, l'Argentine et puis les États-Unis pour entrave, si vous voulez, à la commercialisation. Marianne Fischer-Boel nous a clairement dit qu'elle avait reçu 48 heures après la décision du gouvernement français d'engager la saisine de la clause de sauvegarde, elle a reçu les Américains qui lui ont clairement dit quel était le montant de la facture. Il est clair, 800 millions, 1 milliard d'euros par an à l'adresse de l'Europe, avec des pays que l'OMC va plus directement cibler. La France fait partie de ces pays en priorité. Il faut dire tout cela à nos concitoyens. Il faut dire tout cela et il faut dire quel est le coût d'une posture. Bonjour madame. Bonjour. Au Sénat, les auditions se terminent avec les professionnels de l'agroalimentaire. L'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, représente une multitude de PME, mais aussi des grands groupes comme Nestlé ou Danone. Ces entreprises transforment 70% des produits agricoles français. On est évidemment complètement favorable au projet de loi actuel dans la mesure où il va permettre justement, nous l'espérons, de dépassionner les débats et d'avoir une clarification des règles du jeu de façon un petit peu apaisée, enfin en tout cas on l'espère. Les industriels restent frileux vis-à-vis des OGM mais ne souhaitent surtout pas braquer les consommateurs quand 71% d'entre eux disent ne pas vouloir en manger. D'autant que le projet de loi rendra obligatoire l'étiquetage des produits en prenant comme référence le seuil de 0,9%. Mais ce qui inquiète le plus les industriels, c'est le chapitre sur la transparence du projet de loi qui prévoit la localisation des futurs champs OGM parcelle par parcelle. Une localisation non communiquée jusqu'à présent. Je pense que ce serait une mauvaise idée qu'on aille à ce niveau-là d'information. Parce que vous craignez des dégradations, vous craignez... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors il y a deux écoles en disant si on ne va pas à la parcelle, c'est donc il n'y a pas la transparence, et s'il n'y a pas la transparence, il y a la suspicion. Mais c'est d'un autre côté, si on va à cette transparence, il faut parallèlement qu'il y ait une grande sécurisation des biens et des personnes. C'est très fatigant ce sujet. La localisation des parcelles OGM, Jean Bizet était contre, mais il a évolué à condition d'aggraver les sanctions contre les faucheurs. Nous irons à la transparence à la parcelle à condition que le gouvernement accepte la définition d'un délit de fauchage et d'un délit de fauchage aggravé. Les auditions sont terminées, Jean Bizet va maintenant finaliser son rapport, mais aussi rédiger les amendements qu'il souhaite apporter au projet de loi.
Aude Bornance et Marc Chor sont les deux administrateurs du Sénat qui ont assisté Jean Bizet tout au long de ces auditions. Ils ont désormais la charge de coucher par écrit le travail du sénateur. Ce sont également eux qui réceptionnent les doléances des différents lobbies, aussi bien industriels qu'écologistes. C'est le travail des lobbies, en fait, c'est d'écrire des amendements et d'essayer de les vendre entre guillemets au rapporteur, c'est-à-dire de lui proposer avec un argumentaire pour essayer de le convaincre. Exemple d'amendement, le texte prévoit la liberté de produire avec ou sans OGM. Les écologistes voudraient que seul le sans OGM soit mentionné. Ça, c'est une proposition qu'a priori le rapporteur ne retient pas parce qu'il considère que justement le texte doit être un texte d'équilibre qui permette la coexistence d'une agriculture qui veut recourir dans certains cas aux plantes génétiquement modifiées et d'une agriculture qui ne veut pas recourir à cette technologie. Autre exemple de l'équilibre voulu par le rapporteur, le délit de fauchage, passible de 2 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Ce délit correspondra en termes de peine possible à ce que le projet de loi prévoit déjà pour un agriculteur qui aurait planté ces plantes génétiquement modifiées sans respecter la loi. J'ai demandé à Jean Bizet de venir à mes côtés pour présenter son rapport. Mardi 29 janvier, une semaine avant l'examen du texte en séance, le sénateur Bizet présente son rapport à la Commission des affaires économiques. Pour la deuxième fois également en 2 ans, le gouvernement soumet donc à notre commission un projet de loi sur les OGM. Je veux simplement rappeler l'enjeu économique des OGM. Si certains OGM peuvent par nature ou par leurs conditions d'exploitation mettre en danger l'environnement, d'autres peuvent présenter un très grand intérêt. Le rapporteur présente ensuite ses amendements. Il a enfin tranché la question de l'indemnisation des agriculteurs bio et conventionnels. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de faire des ajouts au dispositif du projet de loi. En effet, il existe des possibilités de mutualisation entre exploitants, avec sans doute une participation des semenciers et vraisemblablement un rôle à jouer pour les organismes stockeurs qui le souhaitent. La réunion de la commission est l'occasion pour les sénateurs de donner leur point de vue sur le texte. Je regrette qu'il vienne aux États, nous avons perdu beaucoup de temps. Regretter qu'il y ait eu autant d'hésitation et de tergiversation, j'appelais ça du tango argentin, où nous faisions un pas en avant et 3 pas en arrière. Qui souhaite prendre la parole? Jacques Muller. J'aurais vraiment aimé qu'on parle sérieusement des périmètres d'isolement, plutôt que de se contenter, je suis un peu direct, mais disons des préconisations de l'AGPM. Sur le fond, la loi me convient. Sur la forme, j'aurai des amendements à déposer. C'est la question de la haute autorité sur les OGM dont la création est prévue par le projet de loi qui va susciter le plus de débats au sein de la majorité au Sénat. Cet amendement, si vous voulez, tend à rebaptiser en Haut Conseil des biotechnologies ce qui a été présenté par haute autorité. Un Haut Conseil peut donner des avis. Si on en reste à haute autorité, eh bien, la haute autorité décide. Et là, logiquement, ça colle pas, si vous voulez. C'est ça le fameux problème. Mais sur le texte, il était extrêmement important que les deux comités en question puissent s'interpeller, positivement, je m'entends, se questionner, et il y a eu là une avancée considérable. Derrière la composition de cette haute autorité se dessine la rivalité entre Jean-François Legrand et Jean Bizet, 2 sénateurs UMP élus du même département qui ont des points de vue radicalement différents sur la question des OGM. La différence qu'il pourrait y avoir entre nous, c'est que il prend en considération le maïs OGM un peu comme base d'expertise pour en faire une extrapolation au niveau d'une loi sur les organismes génétiquement modifiés. Moi, je crois que je maintiens, l'essentiel, c'est ce qui est bon pour l'homme. Je me dis que pour l'homme, ça n'est pas absolument sûr aujourd'hui que les OGM soient la bonne voie. Je demande donc à ce que l'on cherche encore, que l'on expertise les autres itinéraires, et lorsqu'on aura fini toutes ces expertises, alors on pourra décider. Je ne souhaite pas avoir, je dirais, de conflit avec mon collègue, si vous voulez, surtout du même département. Nous avons une différence d'analyse, mais on peut en débattre tout à fait calmement. Jean-François Legrand se retrouve peu à peu isolé au sein même de son propre groupe politique. La bataille se jouera dans l'hémicycle où il compte déposer ses propres amendements. Fin de la réunion de la commission.
Pour le rapporteur, le travail de persuasion continue auprès de ses collègues. Toi, tu es agriculteur biologique, moi je suis agriculteur OGM, je perturbe ta culture. Eh bien, l'organisme stockeur te restitue un quota de maïs correspondant à ce que tu as produit, si tu veux. Donc, tu n'as pas une dépréciation ni une rupture de contrat. Il y a un échange de ton âge. De toute façon, qui va gérer ce fonds? Après les sénateurs, les médias, Jean Bizet a convoqué la presse pour présenter ses amendements. Alors, si c'est dangereux, eh bien moi, j'attends toujours un avis de l'AESA, de l'AFSA. Face aux journalistes, le sénateur a bien souvent du mal à faire passer sa vision sur le sujet. Et voilà le problème, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que, quand je dis que le Sénat sera loyal, constructif, mais également prospectif. C'est-à-dire qu'on veut quand même bien faire prendre conscience que nous ne pouvons pas rester dans une idée. Le sans OGM n'est pas qu'une question philosophique, de principe, pourquoi pas, mais c'est aussi une question stratégique économique. Mardi 5 février, une semaine plus tard, à quelques heures du début de la séance, les anti-OGM se sont rassemblés non loin du Sénat. Parmi eux, Jacques Muller se veut plutôt optimiste quant à l'issue des débats dans l'hémicycle. Pour moi, ça reste encore très ouvert, dans la mesure où, au sein de la majorité présidentielle, il y a un vrai débat. Il y a un débat, il y a des clivages entre ceux qui sont prêts à enterrer le Grenelle et ceux qui, au contraire, y croient. Est-ce que la rigueur et la science doivent venir après pour contester un produit ou doivent venir en amont pour l'autoriser sur le marché? Il y a 2 ans, lors de notre premier débat sur les OGM, je nous invitais à douter afin d'atteindre la vérité. Il faut sortir du débat réducteur, pour ou contre. Aujourd'hui, nous doutons encore et la vérité ne s'est que peu rapprochée. Les réglementations qui encadrent tant la recherche que la culture des OGM, malgré leur caractère très strict, ne suffisent pas à rassurer nos concitoyens. Ce projet de loi répond aussi à une urgence économique. Le nouveau parlementaire que je suis découvre avec étonnement le caractère partisan de ces auditions. Nous ne voterons pas ce texte. Merci. Fin de la discussion générale, tous les groupes politiques ont pu s'exprimer sur l'enjeu du texte. L'examen article par article va maintenant pouvoir commencer. La première passe d'armes entre pro et anti a lieu autour de la définition du sans OGM. J'ai l'occasion de répondre directement à M. Muller. Quand on entend sans OGM, si vous voulez, il faut être très clair, c'est par référence au seuil communautaire qui est 0,9. Alors, vous pouvez en agriculture biologique déterminer un autre seuil, mais c'est un engagement au travers d'un cahier des charges privé sur lequel, si vous voulez, moi je ne m'engagerai pas. L'opposition souhaite définir un seuil beaucoup plus bas, sans succès. Il n'est pas adopté. L'article 2 concerne la haute autorité sur les OGM. Un amendement signé par une centaine de sénateurs UMP vise à écarter Jean-François Legrand de sa présidence. La nomination d'un chercheur reconnu à ce poste permettra de concrétiser la priorité donnée à l'évaluation scientifique. Clémenceau disait que la guerre était trop importante pour la confier à un militaire. Je crois que nous avons besoin, à la tête de ce Haut Conseil, de quelqu'un qui ait des capacités à sans doute comprendre les choses, mais surtout à analyser et à faire en sorte que, comme dans le Grenelle, les groupes puissent se parler, qu'ils puissent avoir les possibilités d'échanger et ensuite de transmettre un avis sans le frelater et sans le modifier. L'amendement est adopté à une large majorité. Un premier revers pour les partisans du Grenelle de l'environnement. Très bien. Pas tout de suite, pas tout de suite. Jeudi 7 février, face à l'offensive de ses collègues, Jean-François Legrand retire tous ses amendements. Dans son bureau, il rédige un communiqué de presse. J'ai décidé de retirer l'ensemble des amendements que j'avais déposés pour une raison très simple.
J'ai, pendant le Grenelle et après, donné le meilleur de moi-même pour que l'esprit du Grenelle s'impose, tant en ce qui concerne la biodiversité. Il y a eu une certaine focalisation du groupe UMP à mon encontre. Et l'essentiel dans la vie politique, c'est de donner toute sa chance à un certain nombre d'avancées. Le projet de loi, tel que présenté par le gouvernement, est une avancée dans le bon sens en matière de codification des comportements sur les organismes génétiquement modifiés. J'ai préféré retirer mes amendements pour que l'essentiel de l'attention se reporte sur le projet de loi plutôt que sur l'auteur des amendements. Dans les couloirs du Sénat, le retrait de Jean-François Legrand ne semble pas surprendre les sénateurs UMP. Vous étiez au courant? Oui. Vous en pensez quoi? C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, si vous voulez. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Bien évidemment, il fait partie de notre groupe politique. Je suis tout à fait content qu'on puisse harmoniser tout doucement nos réflexions sur ce sujet. On a été invité à 12h18 du matin. Il est mort debout, il remue encore. Il est très isolé au sein du groupe, puisque nous avons constaté que lorsqu'il a fait son intervention donc, à la tribune du Sénat, il n'y a pas eu un seul applaudissement de la part de ses collègues UMP. Il n'y a pas eu de pression pour l'inciter à retirer? Aucune pression. Dans le camp des anti-OGM, l'heure est plutôt au pessimisme après ce coup de théâtre. J'ai troqué la cravate verte qui était signe d'espoir, puisque j'étais dans cet esprit constructif, par une cravate noire. Puisqu'on est effectivement en train d'enterrer le Grenelle des OGM et probablement le Grenelle tout court. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci. La séance est ouverte. Le travail en séance continue avec l'examen de l'article 4. Jean Bizet présente son amendement qui crée un délit de fauchage spécifique aux cultures OGM. Les réactions sont vives à gauche comme à droite. Il y a actuellement des textes qui existent et il ne me paraît pas nécessaire d'en rajouter. Commençons d'abord par appliquer ce que la loi française et le législateur a voté. Agiter le chiffon rouge d'une répression financière supérieure me paraît pas être non plus une bonne réponse. Ils combattent en fauchant comme les ouvriers combattent en défendant leur entreprise, en les occupant. Il y a des formes de résistance qui sont peut-être pas légales, mais elles sont justes. Il était important, et nous avons eu l'occasion de négocier avec le gouvernement, c'est très clair, l'importance de définir un délit de fauchage et un délit de fauchage aggravé, comme il y a un délit de grande vitesse, parce que tout doucement, les juges, et sans vouloir les juger, avaient tout doucement, au fil du temps, fait que c'était devenu un acte presque quasiment banal. Et ceux qui s'étaient livrés à cet acte, eh bien, n'avaient pas été sanctionnés comme il se doit. Je vais donc consulter sur cet amendement numéro 21 rectifié. Qui est pour? Veuillez le manifester pour que je puisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Merci. Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Qui s'abstient? Il est adopté. Le Sénat instaure un nouveau délit visant expressément les faucheurs volontaires de maïs, inutile et injustifié pour la gauche. Si Beauvais ou autres n'ont pas été condamnés au niveau où le souhaitait le sénateur Bizet, c'est que les juges qui appliquent la loi l'ont estimé ainsi. Quand on a entendu dire depuis un certain nombre d'années qu'ils étaient dans une posture de désobéissance civile, moi j'appelle ça tout simplement dans une posture anarchique. Ce n'est pas du tout normal, donc c'était la raison pour laquelle il fallait créer un délit spécifique. Fin de la deuxième journée de débat. Seule consolation pour les anti-OGM, la reconnaissance par le Sénat des apiculteurs comme des exploitants agricoles à part entière, susceptibles de subir un préjudice du fait des OGM. On se bat contre des amendements qui vont rendre une loi mauvaise, absolument terrible. Mauvaise. Et donc on en arrive à finalement être presque réjoui d'avoir évité le pire est quelque chose de pire. Voilà. Bien.
février, dernier jour de débat, le Sénat aborde la question de la transparence. Madame la ministre, nous allons aller jusqu'au souhait du gouvernement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au niveau de la parcelle, alors que la directive 2018 ne nous y oblige pas. Mais vous le savez très bien, c'est que cette précision à la parcelle a eu sa contrepartie puisque nous avons défini un délit de fauchage. Les futurs champs d'OGM seront donc répertoriés parcelle par parcelle et seront connus du grand public. Le gouvernement qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? Dernier point abordé en séance, la traçabilité des produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Monsieur le rapporteur, comme la majorité parlementaire, considère que puisque les consommateurs ont des OGM dans leur assiette depuis 10 ans, ils sont d'accord pour en manger. Voilà une belle philosophie qui consiste à tirer profit de l'absence d'information des gens pour interpréter leur silence comme valant acceptation. La loi prévoit déjà l'étiquetage des produits concernant les OGM, mais certains sénateurs souhaiteraient que soient aussi concernés les produits issus d'animaux qui en auraient consommé. Je préférerais qu'on fonctionne d'une manière très normale et qu'à l'étalage, on puisse savoir que c'est un produit qui a été fait à base de quelque chose qui était OGM. Et il n'était pas donc opportun, ça a été la décision au niveau communautaire, d'étiqueter les produits d'animaux nourris aux OGM en raison de l'absence d'OGM dans ces produits. Il serait donc contraire au droit communautaire, clair, d'imposer une telle obligation d'étiquetage. En outre, si cette obligation était imposée, elle aurait des effets déstabilisants sur l'ensemble des filières animales, les viandes, dans la mesure où la majorité du bétail français se nourrit d'OGM. Honnêtement, le fantasme que ça générerait, vous ne mesurez pas l'onde de choc qui entraînerait, je dirais très très sérieusement, un effondrement des filières animales. Il dit « Cela me fait craindre l'effondrement total de la consommation du marché de viande, etc. » Mais en même temps, il constate donc que l'appétit des consommateurs va vers des produits indemnes d'OGM, mais il est en train de promouvoir une loi qui en met partout et en cachette. Il n'y a pas de différence entre une brique de lait d'un animal qui a consommé des protéines, je dirais, de soja conventionnelles ou de protéines de soja OGM. Il n'y a pas de différence. Sur ce point, Nathalie Kosciusko-Morizet préfère botter en touche et mise sur une décision européenne. Ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une forte demande autour de la table du Conseil des ministres de remettre l'ouvrage sur le métier, et la présidence française pourrait en être l'occasion, en effet. Je vais donc pouvoir consulter sur le 61. Sur cet amendement, qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. L'amendement 61 n'est pas adopté. Une fois les articles examinés, les sénateurs passent à l'explication de vote finale. Alors, je terminerai en disant, voilà, les mercenaires des lobbies semenciers, céréaliers, productivistes ont fait leur travail. Le Grenelle des OGM a été abattu en vol. Je ne rebondirai pas, si vous voulez, sur les propos diffamatoires qu'il a lancés à mon encontre. Je ne suis influencé par aucun groupe semencier, quel qu'il soit. Je ne suis guidé que par la passion qui est la mienne de porter, si vous voulez, les couleurs de l'agriculture française et les couleurs de mon pays dans la compétition internationale. Il va donc être procédé à ce scrutin dans les conditions habituelles que vous connaissez. Ceux qui souhaitent voter pour, blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Sur le scrutin 86, donc sur l'ensemble du projet de loi, votant 325, suffrage exprimé 314, majorité absolue 158, pour l'adoption 186, contre 128, le Sénat a adopté. Le Sénat adopte l'ensemble du texte, l'heure est au bilan. Si le rapporteur a atteint son objectif, les anti-OGM, eux, dénoncent un retour en arrière par rapport au Grenelle de l'environnement. Sur la transparence, on ne va pas assez loin. Sur la protection des cultures biologiques, il n'y a pas de protection, quoi qu'on en dise. Sur les fonds de responsabilité, les semenciers s'en tirent à bon compte. Heureusement, l'urgence a été levée. Il y aura double lecture
et on met tous nos espoirs sur une espèce de décrispation vis-à-vis du Grenelle. Pour Jean-Louis Borloo, auteur du texte, le bilan est plutôt positif. Par rapport à ce qui m'était annoncé des positions du Sénat, je trouve qu'on a fait 3/4 du chemin. Voilà ce que je dis. Bon, il reste encore à vous. Début avril, un mois plus tard, c'est au tour des députés d'examiner le texte dans un climat tendu. Certes, le gouvernement avait présenté un texte plus encadrant et continuera de le défendre avec conviction, mais c'est au Parlement, au dernier ressort, qu'il revient de voter la loi. Si le Sénat s'était déjà penché sur le sujet en 2006, notamment grâce à l'action déterminée et courageuse des faucheurs volontaires que l'on peut considérer aujourd'hui comme de véritables lanceurs d'alerte dont nous demandons la reconnaissance du statut à l'instar de ce qui se passe dans plusieurs pays européens. Je préfère que l'information se fasse grâce à la connaissance scientifique plutôt que par des individus, et disons le mot, par des voyous qui viennent saccager des propriétés privées. Le 2 avril, le sénateur Jean-François Legrand refait surface. Dans une interview accordée au Monde, il accuse certains parlementaires d'être actionnés par les lobbies semenciers, provoquant la colère des députés de la majorité. Je déteste le lobbyisme, c'est viscéral. Limagrin ou je ne sais pas, il y en a sûrement d'autres, je ne veux pas et je ne ferai jamais. Ni Monsanto, je ne veux pas les voir. Dans l'hémicycle, c'est l'adoption d'un amendement de l'opposition qui va ébranler la majorité. Le communiste André Chassaigne propose que les organismes génétiquement modifiés ne puissent être produits et commercialisés qu'en préservant les zones d'appellation qui revendiquent le sans OGM. Donc il est adopté. L'amendement est adopté à une courte majorité grâce à quelques voix de l'UMP. Malaise au sein de la majorité devant le manque de cohésion du groupe. Il faut trouver un responsable. Ce sera Nathalie Kosciusko-Morizet, accusée de ne pas s'être opposée à l'amendement en séance. Nous étions d'accord pour rejeter cet amendement par rapport à ce qu'on avait prévu de voter après. Et il se trouve qu'effectivement, Mme Kosciusko-Morizet, au banc du gouvernement, qui n'a peut-être pas suivi les discussions qu'on avait eues sur le plan technique par ailleurs, a dit qu'elle s'en remettait à la sagesse. Quand le gouvernement dit qu'il s'en remet à la sagesse, ça veut dire qu'il est favorable. Face aux attaques de l'UMP, la ministre réplique. Ce que je vois, c'est qu'il y a une tentative de dérivation de la part de certains responsables du groupe, et notamment de la part de son président Jean-François Copé, qui porte une lourde responsabilité dans la façon dont les débats se sont engagés. La majorité vacille et la gauche s'amuse de cette cacophonie. Il se trouve que je m'appelle Philippe Martin, comme un collègue de l'UMP qui s'appelle également Philippe Martin. Et voilà les textes que je reçois, moi, Philippe Martin du groupe socialiste. Bonsoir, le groupe est en difficulté. Il n'y a pas assez de députés UMP sur les bancs. Aussi pourriez-vous vous rendre dans l'hémicycle le plus rapidement possible. Séance est levée. Mercredi 9 avril, jour du vote final à l'Assemblée, une nouvelle bombe va venir secouer la majorité et le gouvernement. Face aux critiques des parlementaires, Nathalie Kosciusko-Morizet attaque. Dans une interview accordée au Monde, elle accuse Jean-François Copé et Jean-Louis Borloo de lâcheté. Celle qui veut tenir la ligne du Grenelle de l'environnement leur reproche d'avoir cédé à la pression des pro-OGM. Lors de la réunion de groupe UMP à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État est sommée par le Premier ministre de faire des excuses publiques. En début d'après-midi, l'incident est clos selon les protagonistes. C'est un incident qui est clos. Elle nous a injuriés, ça nous a blessés, elle s'est excusée, ça nous a apaisés. D'être traité de lâche, je vous laisse méditer. Allez. La majorité est pressée d'oublier ce couac gouvernemental. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, est priée de ne pas assister au vote du texte. Au sein de la majorité, ceux qui ont voté pour l'amendement Chassaigne prennent la défense de la ministre. Même si elle ne s'était pas référée à la sagesse du Parlement, Folio ou moi, nous l'aurions voté de la même façon. Donc elle n'est pas responsable du fait que l'amendement soit passé. C'est les parlementaires comme moi, auxquels le groupe avait dit qu'ils étaient libres de voter en conscience, qui ont fait passer cet amendement. J'ai bien l'impression qu'elle est l'un des éléments, je veux dire, qui cherche à préserver l'équilibre du Grenelle et que, comme le sénateur Legrand, manifestement, on cherche à la déstabiliser. Nombre de votants 518, suffrages exprimés 477, majorité absolue 239,
pour 249 contre 228. L'Assemblée a adopté. Le texte est adopté à une très courte majorité, la plus courte depuis 2002. Beaucoup d'UMP se sont abstenus, signe d'une réelle interrogation de leur part sur la question des OGM. Seule avancée pour les anti, l'inscription dans la loi de la protection des cultures sans OGM. En deuxième lecture, si l'amendement 252 de M. Chassaigne est annulé par le Sénat, il le sera aussi, hélas, par l'Assemblée peut-être dans 1 mois et demi, là, ça donnera une loi qui sera catastrophique à la fois pour notre agriculture, pour éventuellement des risques pour la santé et pour l'environnement. Donc je n'attends rien de bon et c'est vraiment très grave. Mais en réalité, cet amendement qui a tant passionné ne changera pas grand-chose, comme le concède son auteur. Si le reste de la loi avait abandonné le seuil des 0,9%, il est bien évident que cet amendement ne changerait pas l'économie du texte, ça serait une véritable révolution, il changerait tout. Dans le cas du 0,9%, l'amendement que j'ai fait adopter, il a certes une portée, mais dans ce cadre-là. Beaucoup de bruit pour rien donc, car sans OGM ne veut pas dire 0%, mais bien moins de 0,9%, le seuil maximal fixé par l'Union européenne. Une semaine plus tard, le texte revient en deuxième lecture au Sénat. Le rapporteur peut à nouveau déposer des amendements, mais surprise, il n'en soumet qu'un seul, destiné à préciser l'amendement Chassaigne voté par les députés. L'opposition, elle, ne se fait guère d'illusions quant à la suite des débats. Ça ne va pas nous empêcher de déposer des amendements, nous, mais on sait pertinemment le sort qui va leur être réservé à partir du moment où, pour la première fois, on voit un rapporteur ne proposer qu'un seul amendement sur un amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des consignes très nettes et que ce sera pratiquement un vote conforme. En clair, d'intenses tractations ont eu lieu en coulisses depuis une semaine entre l'Élysée et le Sénat. La présidence souhaite en finir au plus vite avec un texte qui divise la majorité et qui inquiète l'opinion publique. Mais les sénateurs, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Un deal a donc été conclu. Ils ne modifieront pas le texte sur certains points qui pourraient nourrir de nouvelles polémiques. En revanche, Jean Bizet veut préciser ce qu'il entend par sans OGM. La définition du sans OGM doit respecter à la réglementation européenne qui concerne aujourd'hui le seul seuil d'étiquetage et qui est simple. Un produit doit être étiqueté comme contenant des OGM s'il en contient plus de 0,9% et ne doit pas l'être s'il en contient moins de 0,9%. Cet amendement permet donc de soulever la question du seuil du sans OGM et de ne pas l'assimiler au seul seuil de détection, ce qui est, à mon avis, fondamental. Résultat du scrutin numéro 88. Pour l'adoption, 185, contre 121, le Sénat a adopté. Le seul amendement autorisé est adopté. Les sénateurs de l'opposition s'adressent alors à Jean-Louis Borloo pour savoir s'il donnera un avis favorable aux amendements qu'il compte présenter. Monsieur Lecam, vous demandez la parole. Oui, Monsieur le Président. Les 88 amendements qui restent ont été refusés, disons non adoptés, par la Commission des affaires économiques. On se demande ce que va devenir le non-débat qui s'annonce dans la période à venir. Et c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement s'il entend avoir la même position que la Commission des affaires économiques sur ces 88 amendements restants. Nous avons pris connaissance de la position du rapporteur et de la commission sur les amendements. Nous les avons étudiés tranquillement et sereinement. Nous avons effectivement le même avis sur l'ensemble des amendements que la commission. Monsieur Lecam. Compte tenu de l'impossibilité ici de débattre sereinement au Parlement, dans un débat qui est bouclé d'avance, qui est verrouillé, à notre grand regret, nous allons devoir quitter ce débat parce qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Bien. Alors... Exit l'opposition, la majorité se retrouve seule à examiner la suite du texte. Mais une voix dissonante va tout de même se faire entendre en la personne de Fabienne Keller, qui reprend le flambeau de Jean-François Legrand
absent du débat. Aujourd'hui, le texte définit le seuil communautaire, qui est en fait un seuil d'étiquetage, qui porte sur un autre thème. Je propose que ce soit le seuil de détection, c'est-à-dire qu'on dise qu'un champ est contaminé dès lors qu'on trouve des traces d'OGM. C'est logique, c'est juste du bon sens. Ce seuil, dans la pratique, est beaucoup plus bas. Il est à 0,1%. La sénatrice se retrouve bien seule face à ses pairs. Ses amendements sont retoqués les uns après les autres. Qui est contre? Peu après minuit et après quelques heures de débat à peine, le Sénat vote de manière quasi conforme le texte des députés. Le projet de loi est approuvé. Très déçu. Déçu, oui, bien sûr. Je pense que le débat aurait pu se poursuivre, notamment sur la question des seuils, qui est un vrai sujet de société. Et je crois que le débat n'a pas été porté à son terme, mais l'Assemblée a décidé, la loi a été adoptée. Fabienne Keller ne cache pas son dépit. Jean-Louis Borloo, pour sa part, tente de sauver la face. Nous avons aujourd'hui, contrairement à tout ce que j'avais lu partout, quelque chose de unanime à part les postures, mais très franchement, et c'est la preuve que le Grenelle est plus vivant que jamais. Voilà. Jeudi 17 avril, sénateurs verts et socialistes tiennent une conférence de presse commune pour expliquer leur coup d'éclat de la veille dans l'hémicycle. Au plus haut niveau de l'État, on a décidé qu'il n'y aurait pas de débat là-dessus. Ça, c'est catastrophique. C'est un scandale, c'est une pantalonnade à laquelle on a voulu essayer de nous faire jouer un rôle. C'est la raison pour laquelle nous avons ensemble décidé de quitter l'hémicycle. S'ils révoltent les sénateurs PS, le débat express du Sénat ne les étonne pas pour autant. Il a une clientèle électorale, le gouvernement, la droite, et notamment vis-à-vis de certains milieux agricoles. Vous savez, c'est connu depuis longtemps. Donc ceux qui, d'une certaine manière, ont permis à la droite et permettent systématiquement à la droite d'être majoritaire se rappellent à son bon souvenir lorsque les intérêts vitaux de ces corporations sont en jeu. Mardi 13 mai, un mois plus tard, le texte arrive en deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour ce qui ressemble fort à une formalité. Il s'agit pour la majorité de voter de manière conforme et définitive le texte sorti du Sénat. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 273. Mais un grain de sable va venir dérégler la mécanique gouvernementale. Majorité absolue 136, pour 136, contre 135. En raison de leur absentéisme, les députés UMP laissent passer d'une voix une motion présentée par l'opposition. La question préalable est adoptée. Elle a pour effet d'annuler le débat. Il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée. Il n'y a pas lieu de délibérer, le texte n'est pas prêt, donc on rentre chez nous, si on peut dire. Quand la majorité est trop sûre d'elle, j'allais dire frise l'arrogance, eh bien la sanction tombe. Et nous nous étions extrêmement mobilisés, nous le sommes toujours, pour dire que sur les OGM, il y a une vraie inquiétude dans le pays et que le gouvernement et la majorité ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. La gauche demande le retrait définitif du texte. Après de longues minutes de concertation, les membres de la majorité apparaissent enfin. J'ai demandé très officiellement, et nous ferons passer lettre signée par le Premier ministre au président de la Commission des Affaires économiques, Patrick Ollier, de manière à ce que dans les jours prochains, la CMP soit constituée, à ce qu'il y ait naturellement une discussion sur le texte OGM et à ce que les lectures de la conclusion, des conclusions de la CMP soient soumises à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, dans les semaines à venir. La procédure parlementaire est claire. À ce stade du débat et malgré l'adoption d'une motion, le texte peut être définitivement examiné par une commission mixte paritaire. Une commission composée de députés et de sénateurs représentatifs des différentes tendances politiques. L'affaire est vite réglée devant la fermeté de la majorité qui ne veut plus toucher au texte
l'opposition quitte la salle de la commission. La majorité montre ce qu'elle essaie de montrer depuis plusieurs semaines, qu'elle veut passer à tout prix en force sur ce texte. Elle veut à tout prix l'imposer, à la fois aux parlementaires, mais aussi à l'ensemble des Français qui n'en veulent pas. Le texte est donc adopté tel qu'il est sorti du Sénat. Nous sommes responsables, nous avons fait notre travail pour soutenir l'action du gouvernement, tel que le gouvernement l'a souhaité et tel que la majorité l'a voulu. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin numéro 93 sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés. Unique maintenant le résultat du scrutin sur l'ensemble du projet de loi sur la conclusion de la commission mixte paritaire. Pour l'adoption, 183 contre 42. Le projet est adopté. 289 contre 221. L'Assemblée nationale a adopté. L'odyssée des OGM prend fin, mais la bataille entre pro et anti continue autour de la définition du sans OGM. La France doit fixer un seuil dans l'attente d'une décision européenne. L'Allemagne, elle, a déjà tranché en adoptant le seuil de 0,1 %.